Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, l'intervention du chef de l'État devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Le président Faure Gnassingbé a réaffirmé l'attachement du Togo aux valeurs universelles des droits de l'homme. C'est à l'occasion de la 31e session du Conseil. Nous allons écouter le chef de l'État dans un instant. À l'Assemblée nationale, les élus ont adopté ce mardi l'acte uniforme portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit. C'est une nouvelle disposition de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Le nouvel outil rend plus accessible le crédit aux couches défavorisées et devra décanter plus encore le climat des affaires. Enfin, le Super Tuesday aux États-Unis, 11 États ont voté au même moment aujourd'hui pour désigner leur candidat à la présidentielle de novembre prochain. Donald Trump a toujours la faveur des sondages côté républicain malgré les polémiques. Côté démocrate, Hillary Clinton reste la favorite. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. La télévision togolaise relookée, c'est désormais dans ce nouveau décor que nous allons vous présenter nos journaux télévisés. Bienvenue donc à l'actualité. Nous vous le signalions dès hier déjà, l'intervention du chef de l'État à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est à l'occasion de la 31e session de ce Conseil dont le Togo est membre depuis octobre dernier et ce pour un mandat de 3 ans. Le président Faure Gnassingbé, vous allez l'entendre, a réaffirmé à l'occasion l'attachement du Togo aux valeurs universelles des droits de l'homme. Le président Faure Gnassingbé. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres et observateurs du Conseil des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au moment où je prends la parole pour la première fois devant une session du Conseil, réitérer la reconnaissance du peuple et du gouvernement togolais à l'Assemblée générale des Nations unies pour l'élection du Togo comme membre de ce prestigieux organe chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans les États membres de l'Organisation des Nations unies. Nous percevons cette élection comme une opportunité sans précédent pour poursuivre le travail de longue haleine que nous avons engagé au Togo avec le concours de nos partenaires afin que les droits fondamentaux de la personne humaine occupent une place centrale dans notre agenda pour le développement économique et social. Le Togo prend à cœur la mission à lui confier et ne ménagera aucun effort pour que le Conseil des droits de l'homme puisse atteindre pleinement ses objectifs durant les 3 années de son mandat. Nous nous attellerons à cette tâche avec conviction et détermination. Le thème de cette 31e session, à savoir les objectifs du développement durable et les droits de l'homme, nous paraît pertinent, vu les défis planétaires et globaux auxquels nous faisons tous face. Monsieur le Président, il ne saurait y avoir de véritable développement pérenne sans le respect des droits de l'homme. Mais en même temps, le progrès dans le respect des droits de l'homme est intrinsèquement lié à la satisfaction des besoins vitaux des populations et surtout de la frange la plus vulnérable. En parlant de besoins vitaux, je pense à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'éducation, à l'accès à l'eau potable, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de mouvement des personnes et des biens et bien sûr au droit à la sécurité. Monsieur le Président, après l'adoption en septembre 2015 des nouveaux objectifs de développement durable, le temps est venu de passer de la parole à l'action. Le défi est certes redoutable, mais nous devons être ambitieux et mettre en place des passerelles pragmatiques et concrètes entre les rubriques des objectifs de développement durable et la mission de promotion des droits de l'homme assignée à notre Conseil, notamment en ce qui concerne le droit au développement. En croisant les principes du nouveau programme et les fondamentaux de la Déclaration sur le droit au développement, il est clair qu'il est de la responsabilité des États
et de la communauté internationale dans son ensemble d'agir de concert pour assurer le bien-être des peuples du monde. Monsieur le Président, distingués invités, dans les années 90, mon pays, le Togo, a connu une longue crise sociopolitique liée à la conduite de la transition démocratique. Nous en avons tiré les leçons et avons pris des mesures nécessaires pour le renforcement des droits de l'homme et la promotion des libertés. Cela s'est traduit par la refonte de l'arsenal juridique national pour intégrer les instruments normatifs internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Togo. Une plus grande liberté d'expression, d'association et de manifestation, l'organisation d'élections libres, transparentes et sans violence, l'incrimination de la torture sous toutes ses formes, la protection des minorités, notamment les enfants, les femmes, les personnes âgées et handicapées. Nous sommes résolument déterminés à continuer à œuvrer pour le triomphe de ces valeurs que nous savons universelles. C'est d'ailleurs le lieu d'exprimer toute notre gratitude à la communauté internationale et plus spécialement au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour son accompagnement multiforme à travers notamment son bureau de Lomé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, le cheminement du Togo au cours des 10 dernières années est instructif et nous en déduisons que le droit au développement est à tout le moins vital pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. La lutte contre les inégalités, l'accès aux services sociaux de base, la question de l'emploi des jeunes constituent autant de défis que nous découvrons chaque fois dans la gestion de nos pays. C'est dire que nous voyons déjà ce que c'est que l'interaction entre les impératifs d'un développement harmonieux et ceux de la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme. Il nous paraît essentiel de rappeler l'importance du lien entre les droits et les devoirs du citoyen, la recherche du juste équilibre entre la jouissance des droits, le respect de la chose publique et les impératifs de sécurité. Mesdames et Messieurs, au moment où tous les pays se penchent sur l'élaboration des stratégies de mise en œuvre des objectifs de développement durable, il nous paraît impérieux de rappeler l'importance d'une approche intégrée. Pour éviter toute démarche pouvant être perçue comme imposée de l'extérieur, il est indispensable d'adopter une approche participative centrée sur l'appropriation nationale. Monsieur le Président, chers invités, nous ne saurons aborder le droit au développement en occultant le fléau que constituent le terrorisme et l'extrémisme, qui menacent la réalisation de nos nobles objectifs. Les récents attentats en Europe et en Afrique de l'Ouest, les difficultés persistantes en Libye et en Syrie, l'insécurité sur les océans et les mers montrent que notre volonté d'aller de l'avant peut être remise en cause à tout moment. C'est pour cela que le gouvernement togolais fait des questions de sécurité un enjeu majeur de sa politique nationale. C'est dans cet esprit que le Togo et l'Union africaine ont convenu d'organiser à Lomé, en octobre prochain, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement consacré à la sécurité maritime et au développement en Afrique. Monsieur le Président, distingués délégués, en terminant, je voudrais réitérer l'engagement de mon pays à poursuivre sans relâche ses efforts pour l'avènement d'un monde où triomphent les droits de l'homme. Dans cette optique, notre stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi pour la période 2013-2017 fera bientôt l'objet d'une revue à mi-parcours pour mieux prendre en compte les nouveaux objectifs de développement durable. Nous espérons à cet égard que les indicateurs mondiaux de suivi des objectifs de développement durable seront bientôt finalisés. Nous sommes persuadés que le consensus qui a prévalu lors de l'adoption des ODD se renforcera dans le cadre de la mise en œuvre pour des résultats plus éclatants à l'horizon 2030. Vive la coopération internationale et je vous remercie.
Et voilà donc l'intervention du chef de l'État devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et je signale qu'en marge de ce Conseil, eh bien, le chef de l'État s'est entretenu avec diverses personnalités. Jean-Marc Ayrault, tout d'abord, c'est le tout nouveau ministre français des Affaires étrangères. Son homologue géorgien, Michael Janelidze, sera lui aussi reçu par le président Faure. Des sujets d'intérêt commun, on vient de l'entendre, la sécurité, le développement, l'épanouissement des peuples ont été évoqués, à en croire les déclarations des deux ministres français et géorgiens. Nous les écoutons. Nous avons abordé beaucoup de sujets en peu de temps avec le président de la République du Togo. J'étais très heureux de cet échange. Je lui ai transmis les amitiés du président Hollande et nous avons abordé notamment, le premier sujet c'était le rôle de leader du Togo dans l'organisation de la lutte contre la piraterie maritime. Là, il y a une très bonne coopération avec la France sur la base de son expertise et le Togo est très résolu à être actif et puis faire des propositions. Nous avons abordé aussi des questions plus larges comme la question d'engagement au Togo au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies en évoquant aussi la question de la sécurité des militaires qui sont engagés de l'ensemble des pays africains. Nous avons aussi parlé de la Libye et le souhait d'y voir s'installer très rapidement un gouvernement d'union nationale installé à Tripoli est légitime et approuvé par le Parlement. Il y a urgence et nous partageons cela avec l'Union africaine. Le président actuel de l'Union africaine, le président du Tchad, que j'ai eu également au téléphone. Nous avons pu échanger sur ces questions, comme nous avons pu échanger aussi sur les questions de politique intérieure. Le président m'a fait part des projets de réforme qui étaient engagés dans votre pays et qui vont pour moi dans le bon sens. Et nous avons abordé aussi les questions économiques. Et j'ai indiqué que l'Agence française de développement, qui a été réformée récemment, pourra désormais mieux intervenir pour soutenir les projets et en particulier au Togo. Et voilà donc la déclaration du ministre. On va écouter celle du ministre géorgien des Affaires étrangères. Quand nous avons rencontré avec M. le Président, on a parlé de la relation bilatérale et aussi pour approfondir les relations futures dans le cadre des relations internationales aussi. J'avais l'honneur de nous rencontrer avant aussi dans différents formats et on a traité d'approfondir des relations de business. Ça va être une direction très importante entre nos pays. Et aussi, on a parlé sur l'opportunité pour les étudiants togolais de faire des études en Géorgie, parce que ça sera aussi un domaine intéressant pour nous. Et voilà, le ministre géorgien des Affaires étrangères reçu donc à Genève par le chef de l'État. Autre personnalité dans les bureaux genevois du chef de l'État, Madame Michael Jean, la secrétaire générale de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie précisément. Pas de déclaration à l'issue de cette audience, comme celle accordée à Michael Moller. Lui, c'est le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Entre le chef de l'État et l'ambassadeur Choi Kyom-ling de la République de Corée, président par ailleurs du Conseil des droits de l'homme, si on peut avoir les images. Dernière personnalité à rencontrer le président Faure Gnassingbé à Genève, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaidra Abd al-Hussein. Pas de déclaration non plus à l'issue de cette audience. Et voilà donc ce qu'on pourra dire ce soir du séjour genevois du chef de l'État présent dans la capitale suisse, et je vous le rappelle, à l'occasion de la 31e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Il est 20h12. L'actualité, c'est aussi à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté, nous l'annoncions en titre, ce mardi, l'acte uniforme portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit. En clair, c'est une nouvelle disposition pour améliorer davantage le climat des affaires dans les pays de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine. Avec ce nouvel outil, les couches défavorisées pourraient avoir plus facilement accès au crédit. Honoré Neklou, Arnaud Kidifou.
Par la représentation nationale porte réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le BIC est une institution qui collecte auprès des banques et des grandes entreprises des données sur le crédit. Il constitue un outil efficace d'analyse, d'évaluation et de gestion des risques pour les banques et favorise l'accès au crédit à moindre coût pour les clients. Il est perçu comme un facteur d'intégration économique en termes d'amélioration du climat des affaires au sein de l'Union. L'importance du système d'échange d'informations sur le crédit a été largement éprouvée dans les pays développés, en Amérique latine et en Asie. En outre, plusieurs travaux empiriques ont confirmé son impact positif, aussi bien sur les clients, les établissements de crédit et les systèmes de financement décentralisés, les autres institutions financières concernées, que sur les grands facturiers adhérents au système de collecte d'informations. Pour l'économie nationale, il contribuera à l'amélioration du financement des agents économiques à moindre coût, du fait de ses avantages pour les emprunteurs et les prêteurs. Il contribuera aussi à renforcer l'efficacité de la supervision de l'activité de crédit, notamment la prévention du surendettement et la maîtrise du risque systémique. Ce faisant, le Bureau d'information sur le crédit contribuera à améliorer la réputation du pays sur le plan international et donnera une appréciation de la solidité de son système financier. C'est pourquoi, par votre vote, je puis vous affirmer par ma modeste voix qu'un pas important vient d'être franchi dans l'amélioration du climat des affaires qui constitue un objectif majeur pour le gouvernement. L'adoption de cette loi confortera les résultats déjà très encourageants enregistrés par le Togo depuis quelques années dans le classement Doing Business. Le second projet de loi uniforme soumis à l'Assemblée nationale porte sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États de l'UEMOA. Cette loi vise à préserver la stabilité des systèmes financiers des États. Mais l'étude de ce projet de loi est toujours en cours. La présidente de séance, la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, a suspendu les travaux et les a renvoyés pour la troisième séance plénière du vendredi prochain. Ils sont producteurs, ils sont importateurs du sel IOD. Les voici désormais en association. Et c'est pour mieux, disent-ils, évaluer la qualité et l'intérêt lié à la consommation de cet ingrédient, le sel IOD, dans l'espace UMOA. L'association a vu le jour ce mardi à Lomé de Douare et Lucassi avec Esther Laclé. Les éléments nutritifs importants pour la croissance physique et intellectuelle harmonieuse d'un individu, il y a le sel iodé, une substance qui joue un rôle prépondérant. Son absence peut causer plusieurs carences, notamment des troubles mentaux qui affectent négativement les capacités d'apprentissage des individus. L'iode intervient dans le développement du cerveau, du fœtus, du nourrisson et du jeune enfant. Donc ça veut dire que quand on est carencé en iode, la carence en iode, c'est la principale cause évitable de retard mental chez l'enfant. Donc les enfants qui sont carencés en iode, c'est les enfants dont le quotient intellectuel va diminuer et qui va diminuer ne vont pas aller loin dans les études. Et comme on sait que le capital humain, c'est des personnes bien formées et en bonne santé bien formées, donc vous voyez que ça va agir sur le développement d'un pays. Conscients de l'importance du sel iodé dans l'alimentation de l'homme, les professionnels de cette substance nutritive de l'espace UEMOA renforcent leurs actions pour une meilleure protection des consommateurs de l'Union. C'est la raison d'être de cette association des producteurs et importateurs de sel iodé de l'espace UEMOA. C'est l'intermédiaire entre nous et les producteurs locaux. Ils connaissent le terrain mieux que nous. Et tout ce que nous avons déjà fait, par exemple les guides que nous avons produits, ils vont être les vecteurs de véhicules, les véhicules et la vulgarisation de ces guides.
Les guides qui disent comment on fait de l'iodation en ce qui concerne le sel, par exemple. Quelles sont les normes et quels sont les produits, comment on reconnaît un sel qui est de bonne qualité d'un sel qui ne l'est pas. Ces choses-là, on les fait de façon technocratique au niveau de la commission. Mais qui va le faire connaître? C'est justement cette association-là. Et c'est aujourd'hui, c'est un des éléments importants qui fondent notre approche en termes de constitution d'une fêtière des associations nationales. La création de cette fêtière fait partie du projet relatif à l'enrichissement des aliments en micronutriments dans les zones UEMOA. Les consommations du sel UOD est une réalité au Togo depuis 1996 et aujourd'hui, plus de 80% des Togolais consomment cet élément nutritif. Autre sujet évoqué dans cette édition ce soir, la lutte contre le mariage précoce des enfants. Chef traditionnel, leader religieux, cadre du ministère de l'Action sociale, de nouveau en croisade donc contre le phénomène. De nouvelles stratégies de lutte sont attendues à l'issue du Forum national ouvert ce mardi à Lomé. Viviane Souvi et Nathalie Panegui. Selon l'UNICEF, le nombre total de filles mariées avant l'âge adulte en Afrique passera de 125 millions à 310 millions d'ici à 2050 si l'on s'en tient à la tendance actuelle. Au Togo, la lutte s'accentue pour éliminer ce phénomène et toutes ses conséquences. À ce forum national sur la question, les acteurs venus de toutes les régions du Togo s'approprient les résultats issus des consultations régionales. En mai 2014, l'Union africaine a recommandé aux différents pays membres de lancer une campagne continentale contre ce fléau. Donc, la nouvelle stratégie veut que vraiment toutes les actions soient menées par les acteurs communautaires. Et c'est dans ce sens qu'au Togo, nous nous sommes dit qu'il faut les impliquer au départ. Ces consultations ont touché 3 régions, centrale, plateau et savane, avec l'implication effective des représentants religieux et des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels avaient pris l'engagement pour mener à bien cette protection. Effectivement, les enfants aujourd'hui, dans la rue, malades, orphelins, c'est les chefs traditionnels qui sont de plus concernés. Nouveaux défis, nouveaux efforts en vue d'éliminer les pratiques sociales et culturelles préjudiciables aux enfants dans tous les coins du Togo. Au service à l'église, dans nos quartiers, eh bien, les personnes vivant avec le VIH/SIDA continuent discrètement de faire l'objet de discrimination. L'objectif zéro discrimination reste donc un défi à relever. Aujourd'hui, mardi 1er mars, eh bien, la journée nous rappelle l'amour envers ces personnes, les dispositions prises ici et là pour la réalisation de cet idéal. Désiré Dabovi, Patrice Boko. Un monde épris de paix et de justice où aucun individu ne doit se sentir marginalisé. Un monde idéal que le système des Nations Unies, à travers l'ONU-SIDA, veut bâtir en disant non à la stigmatisation sous toutes ses formes. Un événement désormais célébré chaque 1er mars. La discrimination et la stigmatisation constituent un fléau qui, sur le plan national, n'épargne aucune communauté. L'association sur le plan national, en 2014, nous avons recensé au sein de 30 structures, plus de 360 cas de stigmatisation et de discrimination diverses. En 2015, nous avons recensé environ 200 cas de stigmatisation et de discrimination. Je vous donne 2 exemples. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, on refuse d'enterrer quelqu'un parce que la personne est décédée du VIH? Même à un mort, vous voyez jusqu'à quel retranchement nous repoussons la stigmatisation et la discrimination. Un enfant qui bat sa propre main parce que sa maman est dépistée séropositive. Comment est-ce qu'un soignant, un médical, refuse de soigner quelqu'un qui vit avec le VIH/SIDA? La discrimination, un fléau qui gagne du terrain, et l'une des stratégies pour la combattre reste la sensibilisation. La journée zéro discrimination est créée pour inviter les populations à s'approprier et à valoriser les messages qu'elles véhiculent. Nous tous, on est fragiles et nous tous, on peut être discriminés pour une question quelconque. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste vigilant. Et l'impact qu'elle a, le plus important, ce serait typiquement la question de l'accès aux soins. Si je prends par exemple le VIH, aujourd'hui, on a des évidences. Quand on sait qu'une structure de soins
discrimine les bénéficiaires, c'est sûr que vous n'aurez pas des gens qui iront se faire soigner. Et donc c'est vraiment une limitation à l'accès aux soins parce qu'ils n'auront pas confiance à la structure, même si vous avez le meilleur traitement, mais les gens n'iront pas simplement parce qu'ils n'auront pas confiance à la structure. Donc l'impact vraiment, c'est une limitation à l'accès aux soins qui est un des problèmes importants. Pour l'ONU-SIDA, il faut mener des actions qui puissent permettre l'atteinte des objectifs fixés. Ça peut être une discrimination à la fois sur une question de genre, une question d'âge, de nationalité, voire même sur l'handicap. Et donc, à partir de la question de VIH, on peut voir cette question de discrimination un peu plus large et adresser cette question afin que tous puissent vraiment bénéficier et avoir accès à leurs droits. À terme, le pari à gagner reste le respect des droits de la personne et la dignité humaine. L'actualité à l'étranger, c'est fait. Les États-Unis sont entrés dans le super mardi des primaires. On vote dans 11 États. Image ici du Texas. Cette grande journée va permettre de désigner à elle seule 20 à 25% de délégués et donc de donner une tendance sans doute décisive. On va s'arrêter sur l'un des favoris, Donald Trump, que personne ne prenait au sérieux il y a quelques semaines. Ce soir, gros plan sur son parcours. Qui est-il et d'où vient sa fortune? On va regarder ce sujet France 2. Il aime cogner dans les fictions télévisées comme dans la vie. Sa carrière se résume ainsi, se battre pour gagner. Si je suis président, on va tellement gagner que ça va finir par vous lasser de gagner. Croyez-moi. Aujourd'hui milliardaire, Donald Trump n'est pas parti de rien. Né à New York dans une famille plutôt aisée, il est l'héritier d'un père lui-même promoteur immobilier. Pour le lancer dans les affaires, Fred Trump accorde à son fils un prêt d'1 million de dollars. Une coquette somme qu'il va faire prospérer, devenir encore plus riche que son père. Voilà l'objectif. Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question de génétique, d'hérédité, et j'y crois fortement. Sa stratégie, construire des tours dans Manhattan à l'époque où les prix sont très bas. Dans les années 80, Donald Trump devient un homme d'affaires à succès. Les banquiers lui prêtent les yeux fermés. Il s'offre des casinos, une compagnie aérienne. C'est la folie des grandeurs. Je voudrais tout acheter si c'est possible. Mais vient le temps des ennuis. Un premier divorce qui lui coûte une fortune. Et son flair commence par lui jouer des tours. Il fera 4 fois faillite sans jamais l'admettre publiquement. Je n'ai jamais fait faillite. J'ai juste utilisé les lois à mon profit. Pour se relancer, Donald Trump va faire de son nom une marque. Articles de luxe, immobilier, tout ce qu'il possède et vend s'appelle Trump, même des steaks. Dans ses avions, les hôtesses soulignent chaque détail, l'or est partout. Sa nouvelle femme est un ancien mannequin qu'il exhibe aussi comme un trophée. Sa renommée, il la doit surtout à l'émission de télé-réalité où il joue son propre rôle. 50 millions de téléspectateurs écoutent ses verdicts. Vous êtes viré. Avec lui, tout est excessif, y compris sa fortune qu'il évalue à 9 milliards de dollars quand les experts lui en attribuent 2 fois moins. Donald Trump ou l'art d'épater le peuple américain. Et voilà, Donald Trump qui est à la faveur des pronostics, des sondages côté républicain et côté démocrate. Hillary Clinton reste favorite. On suivra donc les résultats tard dans la nuit de ce mardi chez nous. Retour chez nous, donc, avec ce concours lancé par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative et le ministre de la Santé et de la Protection civile. Concours de recrutement direct et régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui. Et c'est pour le compte du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui est ouvert le mercredi 2 mars 2016 dans les centres de Lomé de Cara. La date de l'écrit est prévue pour le mardi 19 avril 2016. Le concours est organisé à l'intention des Togolais des 2 sexes et remplissant les conditions et les postes ouverts. Vous pourriez les consulter dans le quotidien national le Togo Presse. On va refermer cette édition sur la nouvelle campagne promo Move Conso 2016. Campagne qui a officiellement démarré depuis hier. C'est au cours d'une conférence de presse que ce concours a été lancé. L'objectif, donner plus de sourire à ses abonnés. Sonia Ménipou et Serre Lacli. Conso revient pour faire des heureux gagnants.
L'opérateur de téléphonie mobile Move veut donner encore du sourire à ses abonnés. Des lots exceptionnels sont mis en jeu. C'est grâce aux consommations en début de chaque cycle de 10 jours. Donc nous avons préparé cette promo pour encore fidéliser nos abonnés et leur dire merci pour d'être nos clients. Lorsqu'il atteint cet objectif de consommation, il est automatiquement pris en compte dans un panier pour un tirage au sort. Et il a la possibilité de gagner des smartphones, des réfrigérateurs. Nouvelle année, nouvelles opportunités avec des particularités pour récompenser la fidélité. La particularité de cette promo par rapport aux autres promos consommation que nous avons eues, c'est que nous faisons gagner cette fois-ci 6 voitures, ce que nous n'avons jamais fait depuis 2013. Et cela reste donc un avantage très important parce que effectivement, nous permettons aux clients de pouvoir. Nouvelle année, nouvelles opportunités avec des particularités pour récompenser la fidélité. Pour participer, il suffit d'envoyer un SMS avec le mot MOVE au 5050 ou taper étoile 500 dièse. Un message vous notifiera votre objectif de consommation à atteindre et votre niveau de consommation restante. Move Conso 2016, c'est plus de 200 millions de lots mis en jeu. Move Conso, c'est 60 jours de bonheur. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Du soir, on retiendra l'intervention du chef de l'État à Genève devant le Conseil des droits de l'homme qui tient sa 31e session. Donc le Togo est membre de ce Conseil, et ce pour un mandat de 3 ans. Le chef de l'État est intervenu à l'occasion. Très belle fin de soirée chez vous sur la télévision togolaise. À très bientôt.